Donc, nous sommes là pour la Certification Study Group, donc la semaine 4 du Road to Google Cloud Certification vers la certification Cloud Architect en français, avec une association de différents GDG, donc des GDG français, GDG de Belgique, GDG de la Côte d'Ivoire et GDG du Bénin. Rapidement, du coup, je rappelle l'idée. Donc, on est sur la semaine 4. L'idée, c'est de se voir à un point de synchro tous les mardis de 13h à 13h45, mais aussi d'échanger sur Slack. N'hésitez pas à poser vos questions sur Slack et ne pas attendre forcément une semaine pour poser vos questions. Et pour continuer à avoir les accès au crédit pour Cloud Skill Boost, il faut bien RSVP aux différents événements de votre GDG qui permet du coup, en vous inscrivant au Certification Study Group, d'avoir accès au crédit. Donc notamment pour ce mois-ci, le mois de mai. Petit tour de table rapide, on va le faire. Donc on est plein de GDG. Au départ, du coup, le formulaire d'inscription indiquait 287 inscrits. Et comme l'indique le compteur dans Slack, nous sommes plus que 42 ce midi. Donc on espère quand même qu'il y aura du monde qui ira jusqu'au bout. La dernière fois, on avait réussi à avoir quand même une promo d'une 50aine de personnes qui allaient jusqu'à la certification. Bon, on voit que de semaine en semaine, c'est pas évident. Après, c'est vrai que le mois de mai avec les ponts n'est pas évident aussi à gérer. Niveau présentation, il y a JB Cotard du GDG Le Mans qui n'est pas là aujourd'hui, mais je le présente quand même puisqu'il a préparé du coup tout ce qu'il faut au niveau Kahoot. Je vais laisser te présenter peut-être Jérémy si tu veux, vu que tu es dans le même Oui, GDG. ça marche. Jérémy Voisin, effectivement, GDG Le Mans aussi. Moi, je suis tech lead pour une salle qui s'appelle Abside et architecte cloud également. Très bien. On enchaîne avec toi, Louis, si tu veux bien. Ok, donc Louis Tourner, je suis GDG Lyon et je suis consultant chez Zenica. J'ai vu qu'il y avait Ezekias. Ezekias, tu veux présenter le GDG Cloud Abidjan rapidement? Euh, Bonsoir tout le monde. Elikas, JDJ Cloud Abidjan. Euh, c'est tout, hein? Ok, très bien. Bon, bah, c'est très soft. Qui d'autre est là connecté? J'ai vu qu'il y avait Thierry du GDG Mons. T'es connecté, Thierry? Yes, je suis là. Ok, Euh, Thierry, GDG Mons, organizer et stagiaire chez Zenica Nantes. ok. Et après, est-ce qu'il y a d'autres organisateurs qui sont présents et que j'aurais pas vu passer dans la timeline? N'hésitez pas à lever la main ou je regarde vite fait dans la liste des participants. Non, ça a l'air d'être plutôt bon. Et bah, du coup, merci. Moi, Julien Duré, donc GDG Cloud Nantes, et je suis aussi GDE Cloud, je suis CTO à Zenica. Et j'ai rajouté des petits badges parce qu'on a quand même quelqu'un de très très fort qui arrive sur scène. Je vais laisser Ambre se présenter. Ouais, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Ambre Persson, donc j'ai participé à la promo de 2021 là, sur la session Cloud Architect. Je reçus le parcours aussi là avec tout le monde en 2023. Et donc moi je suis tech lead chez Soprastaria à Nantes et j'ai passé du coup plusieurs certifs Cloud. La première était la Cloud Architect du coup suite au suivi de cette session-là. Et puis après, j'y ai pris goût, j'en ai passé d'autres, notamment la Cloud Developer, la Data Engineer, plus récemment la Network Engineer. C'est assez. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en tout cas, ce passage de passer des certifications, là, ça fait un peu collectionner des badges, des achievements, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me plaît pas mal. Et puis en plus, ça nous fait apprendre des choses, revenir un peu sur le banc de l'école, malgré qu'on n'y soit plus. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et peut-être avant qu'on balaye le, le contenu de Ouais. cette semaine, moi, j'ai quelques petits retours pour vous lancer, notamment sur l'examen, quelques petits tips. Lisez bien les questions quand vous êtes en train de passer l'examen. Lisez bien les questions plusieurs fois, au moins 2 fois avant de commencer à répondre. Euh, c'est assez important parce que à chaque fois, ça se perçoit pas forcément beaucoup sur les sample questions qu'on fait, etc. Mais parfois, on se dit les 4 réponses qui sont proposées, elles ont l'air possibles, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pendant vos préparations. Bien lire les questions, bien se poser et éliminer. Plutôt procéder dans l'autre sens, se dire non, ça répond pas à la question, ça répond pas à la question, etc. Je pense plutôt aborder, en tout cas, moi je l'aborde dans ce sens-là, de se dire non, cette réponse-là, elle a pas l'air de répondre à la question, celle-là non plus. Et après, quand on arrive à entre deux réponses ou peut-être trois qui ont l'air de répondre à la question, bien reprendre en compte le contexte, de quoi parle la question. Si on nous parle de sécurité, il ne faut pas qu'on réponde sur de la résilience, même si la réponse est vraie, etc., etc. Donc ça, c'est petit, petit sujet là-dessus. Les certifications du premier coup, ouais, les 4 du premier coup, tout à fait. Pour s'enlever du stress, là-dessus, je vous conseille aussi de le passer en centre d'examen. Moi, en tout cas, j'ai pas essayé de les passer chez moi, sur mon laptop ou quoi. Parce qu'on est sûr que là-bas, en centre d'examen, c'est bien configuré, on va arriver dans le créneau, tout va bien se passer, on arrive avec sa carte d'identité, c'est bon, tout est enregistré automatiquement. Je vous conseille de faire ça aussi pour bien se retirer ce stress-là, en fait. Arriver, on passe l'examen, on repart. Donc ça, c'est assez intéressant. Et deux autres petits tips aussi, essayez d'aller assez vite, passez pas trop de temps sur une question. Si vous sentez que vous commencez à être alpagué sur une question, bah, passez à la suivante, c'est pas grave. Vous pourrez y revenir. On a la possibilité de cocher les questions auxquelles on veut revenir plus tard. Donc ça, c'est hyper important. De bien faire ça dans ce sens-là, d'avancer, de répondre à toutes les questions. Vous n'avez pas de malus si vous répondez à côté, donc répondez. Au pire, vous avez une chance sur 4 de donner la bonne réponse, c'est mieux que rien. Donc répondez à toutes les questions. Effectivement, l'examen dure 2 heures, donc une cinquantaine de questions en 2 heures, ça va vite. En gros, vous avez 30 secondes par question sur la première heure, quoi. Enfin, en gros, moi, c'est ça que je fais, j'ai à peu près 30 secondes par question, puis après, je me relis plusieurs fois pour être sûr de ce que j'ai bien mis par rapport à ces éléments de contexte-là. Voilà un peu en termes de Rex autour de tout ça. Et j'avais une question pour toi, niveau révision, peut-être les quelques jours avant l'examen, c'était quoi ta façon de procéder pour réviser de façon la plus Ouais, moi les optimale? révisions, alors notamment sur la architecte, où il y a beaucoup de contenu et au final on voit pas tout pendant les sessions de formation. C'est pas mal de reprendre un peu parcourir sur la console le menu là et de se dire est-ce que j'ai une idée de ce que font chacun de ces outils, quoi. Peut-être pas dans le détail précisément comment ils se configurent, etc., mais au moins se dire à quoi ça sert pour avoir cette vision-là. Et après, le deuxième conseil que je donnerais, c'est se reposer beaucoup sur son expérience aussi. Parce qu'au final, les certifs Google Cloud, ok, c'est tourné sur le produit Google Cloud, mais c'est aussi beaucoup sur des pratiques d'architecture en général. C'est pas simplement détailler chaque produit un par un, quels sont les bons patterns, quelles sont les bonnes façons de faire pour répondre à tel besoin, à tel besoin. C'est assez rarement une réponse évidente aux questions. Donc bien faire marcher entre guillemets ses méninges et son expérience. Et sur les révisions vraiment clairement, donc cette partie-là. Et puis moi j'aime beaucoup les GCP Sketchnotes de Priyanka Vergadia là qui ont déjà été partagés. Mais ça me parle beaucoup parce que c'est visuel. On a la petite histoire de ce produit, à quoi il sert, dans quel cas de figure. Voilà, mais maintenant, même plus que sur des produits, sur des cas d'usage, migration vers le cloud, quelles sont les différentes possibilités, etc., etc. Donc ça me parle beaucoup parce que c'est assez visuel et c'est rapide à consommer en plus. On peut en regarder un. On a 5 minutes, tiens, on peut en regarder un, le lire, etc., passer à autre chose. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà. Bah, super, merci en tout cas pour ton tour, Ambre. Il y avait une dernière question de Fred, mais qui est peut-être ouvert à tous ceux qui ont passé assertif. Est-ce que ça a ouvert des portes au niveau travail, au niveau job, le fait d'avoir la certification? Alors, moi, pas directement. Pas directement parce qu'aujourd'hui, c'est pas euh, le cœur de ce que je fais dans mon métier. C'est plutôt de l'intérêt personnel. Donc, c'est quelque chose qui est plus perso pour l'instant et pas forcément de débouché. Mais c'est des choses où, en tout cas, j'ai déjà été démarché pour ces raisons-là. J'ai pas répondu favorablement, mais j'ai déjà été démarché pour ces raisons-là, en tout cas. Ouais.
Ok, super. Merci en tout cas pour ces infos-là. Et merci du coup pour ton retour. Je pense que ça apporte beaucoup de valeur pour toutes les personnes qui suivent le programme. Et ça permet aussi de se dire aux personnes qui suivent le programme qui peuvent y arriver, puisque tu as fait partie de la promo 2021 et ça t'a engagé du coup d'ailleurs à aller plus loin avec d'autres Tout à certifications. fait. Et là, l'enjeu, ça va être de renouveler. C'est ça, c'est le jeu des certifications qui sont valables, pour rappel, 2 ans. 2 ans, ouais. Qui suit le programme? Alors, j'ai pas refait de stats cette semaine. J'en remettrai un message Slack pour en refaire la semaine prochaine, mais à date, la semaine dernière, on était à peu près à ce niveau-là. Donc, on voit que voilà, les gens avancent finalement assez doucement aussi dans les différentes semaines. Bon, chacun peut avancer aussi selon son rythme aussi. Et je rappelle que c'est vrai qu'avec les ponts, c'est pas toujours évident aussi de trouver du temps. Le programme, on va revoir vite fait où nous en sommes. Un revue d'apprentissage de la semaine avec notamment du coup Ambre qui pourra intervenir. Il y aura une partie de quiz, des actions pour la semaine prochaine. Et puis sur la séance de questions-réponses, n'hésitez pas déjà à les mettre dans le chat ou aussi sur Slack. Alors, où on en est? On en est en fait à la week 4. Donc là, normalement, vous avez dû travailler pas mal sur la partie design and process. Et puis, il y avait un skill badge demandé qui est sur la partie du coup automatisation d'infra avec du Terraform, qui est du coup de quoi provisionner un petit peu ce qu'il faut côté Google Cloud par rapport à tout ça. L'apprentissage de la semaine dernière, donc côté semaine 4, donc il y a l'idée de travailler tout ce qui est conformité, sécurité, et il y avait une partie aussi pouvoir assurer, comprendre des enjeux business et techniques pour pouvoir du coup créer des procédures en termes de résilience. Vous avez vu aussi normalement pas mal de cubes, on va revenir un petit peu dessus. Est-ce que je te laisse la main à partir de là, Ambre ou... Ouais, ça marche. marche. Avant de démarrer là-dessus, là, je vous ai mis un petit lien dans le chat aussi pour avoir une vision un peu macro sur l'ensemble des outils Google Cloud qu'on peut avoir, qui est développé par Google, donc c'est quelque chose qui est assez à jour, qui vous permet d'avoir en un clic 2-3 mots-clés sur un produit, notamment pour le parcourir, pour avoir ça en tête. Donc ça peut être pratique dans un cadre de révision notamment, pour bien être sûr qu'on comprend chacun des produits en général. Ouais, donc du coup sur le contenu, donc il y avait un petit focus sur les microservices. Donc microservices en général, hein, là qu'on voit bien illustré, notamment sur la partie back-end. Un truc important, c'est que sur ces microservices-là, on va essayer au maximum qu'ils soient stateless. Donc qu'on isole les quelques-uns qui vont devoir être stateful. Forcément, on a besoin de percer de la donnée, de la garder. Donc on va en avoir quelques-uns qui seront forcément stateful. On va essayer de les limiter au maximum pour pouvoir bénéficier de tous les apports des microservices, de pouvoir les mettre à l'échelle facilement, de découpler les communications, de pouvoir vraiment avoir le moins d'impact sur notre système, que chacun puisse être au maximum indépendant. Et donc pour ça, on voit bien ce qui est affiché là à l'écran, donc une partie front-end assez classique, et puis côté back-end, on va essayer vraiment de découpler au maximum notre service back-end en un ensemble de petits microservices. Attention à la notion petit, c'est assez complexe de définir vraiment cette taille de microservice. On va pouvoir s'appuyer sur des outils type DDD par exemple pour nous aider à la définir, cette granularité, mais c'est vraiment quelque chose de complexe. Donc, il ne faut pas se lancer comme ça en se disant on va faire du microservice et puis en fait on se rend compte qu'on fait un plat de spaghettis où tout est entremêlé. Faut bien arriver à trouver la granularité qui fait que chacun a son domaine un peu consistant, qui est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fortement couplé à un autre microservice pour fonctionner. L'idée étant de se dire que un ensemble de microservices, si on a un qui tombe, le service rendu forcément est dégradé, mais il n'est pas supprimé, quoi. Donc il faut bien voir cette notion-là, qui est du coup le plus difficile à réussir à cibler sur la partie microservice. Une fois qu'on s'est dit ça, on a quelques outils, côté Google Cloud notamment, pour nous aider à interfacer ces microservices, parce que forcément l'enjeu, vu qu'on va avoir beaucoup de services à interfacer, il va falloir qu'on soit clair sur nos contrats d'interface, sur ce qu'on partage, sur comment on communique. Et donc on a notamment plusieurs solutions de gestion d'API, donc avec Cloud Endpoints et avec Apigee. La principale différence entre les deux, Cloud Endpoint, on est sur un service, ce qu'on voit sur la slide, qui met à disposition de l'authentification, du monitoring, de la sécurisation d'API, etc. Sur Apigee, on va être sur une plateforme vraiment plus entreprise,
On va avoir tout un tas de services en plus, des stats très poussées, du pricing, de la monétisation, notamment d'appels, etc., etc. Donc voilà, ce qu'il faut avoir en tête entre les deux, si on veut simplement une gestion d'API basique, Cloud Endpoint, ça peut suffire. Et puis si on a vraiment des besoins type entreprise poussés sur cette gestion d'API, on peut aller partir plutôt sur Apigee, sachant qu'Apigee, c'est assez cher. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi tenir en compte quand on fait ces choix-là. On le voyait là dans la partie un peu design, où ce qui était présenté dans le cours, c'est faut savoir aussi combien ça coûte pour avoir en tête qu'est-ce qu'on peut construire comme solution. Ok. Exemple ici, donc notamment on parlait d'API, donc ce qui est beaucoup utilisé en microservices, ça va être le REST, notamment pour définir un ensemble de ressources, les méthodes qu'on va pouvoir appeler sur ces ressources, que ça va faire. Donc là, on a un petit exemple de l'API REST du coup de Google Cloud sur les firewalls. On voit un ensemble de méthodes HTTP qui sont disponibles, donc le delete, le get, le insert, list patch, etc. Ça, c'est les méthodes, on va dire, qu'on va vouloir implémenter, se dire je veux insérer, créer un firewall, en récupérer un, etc. Puis on voit derrière ce que ça nous donne, à la fois en termes de méthode. Donc sur la méthode, c'est assez important. Si on est sur un post, on va faire une création. Si on est sur un get, on va récupérer de la donnée, delete, la supprimer. Et puis après, toute une notion autour de la conception de cette API, autour de l'URI notamment. Quand on va aller voilà, cibler sur la ressource ID, c'est qu'on va vouloir récupérer un seul élément. Quand on va pas la mettre, c'est qu'on va interagir plutôt en masse sur plusieurs éléments ou sur une création. Donc là, tout un tas de préco autour de la création de ces API. Ça, c'est assez important de l'avoir en tête parce que c'est la façon dont vous allez dialoguer entre vos microservices, entre les différentes équipes qui vont maintenir ces microservices. Et donc, c'est important d'avoir un contrat interface qui soit clair, qui soit parlant et qui permette vraiment de bien s'appuyer dessus et qu'on n'ait pas de surprise derrière. Ce genre de petites slides-là, je vous conseille vraiment pour les révisions notamment. On parlait des révisions. Ce genre d'éléments-là, c'est hyper important parce que ça nous met vraiment en lumière les différences entre les différentes bases de données, différentes solutions de stockage, etc. Donc celle-là, je vous la recommande. Pareil, je vous recommande aussi quand vous voyez dans les slides des arbres de décision, potentiellement de se faire une petite capture, de la garder sur le coin de la main, sous le coude. Donc effectivement, on a parcouru un peu tout le spectre des solutions de stockage avec voilà, Cloud SQL, Spanner quand on a besoin vraiment de scaler fortement, Firestore quand on va faire du NoSQL plutôt orienté document, Bigtable quand on va faire du NoSQL plutôt orienté analytics, Cloud Storage pour faire du stockage objet, BigQuery en termes de data warehouse qu'on va pouvoir requêter de façon en serverless, et puis Memory Store pour la partie cache notamment, qui est assez important dans nos architectures web, de pouvoir cacher du contenu. Celle-là aussi, elle est intéressante. Pour info, j'avais déjà eu une question là-dessus, à l'assertif, de se dire quelle solution je dois utiliser en termes de transfert de données, de charge de données sur Google Cloud. Donc elle est assez intéressante, notamment pour considérer le fait qu'on peut avoir besoin d'un transfert appliance. Donc moi ce truc-là, transfer appliance, ça m'a un peu choqué quand j'ai appris ça. Je me dis tiens, on envoie nos données sur le cloud sur un serveur dans un camion au final. Mais en fait, oui, quand on voit ce genre de jour, ce genre de durée, si notre réseau est limité, ça peut être assez important. Donc bien avoir ça en tête, que si votre bande passante elle est assez réduite et que vous avez beaucoup de données à envoyer, peut-être que c'est pas viable de le faire par le réseau. Et peut-être que vous allez avoir besoin d'un transfert appliance, donc d'un serveur qui arrive chez vous, que vous mettez dans votre rack, vous chargez vos données dedans et vous le renvoyez chez Google Cloud. Ça peut être un enjeu. Pour le coup, j'ai déjà eu des questions là-dessus, donc ayez-le en tête. Ouais, donc typiquement le type de petits arbres qui sont intéressants à avoir en tête, notamment pour déployer une application. Donc où est-ce qu'on va déployer? Donc est-ce qu'on a des besoins spécifiques? Si oui, si on a des besoins spécifiques liés à une machine virtuelle, eh ben on va devoir déployer sur une machine virtuelle, donc on part sur Compute Engine. Si on n'en a pas, on continue. Est-ce qu'on utilise des conteneurs? Oui, bah là on a plusieurs options.
Notamment, est-ce qu'on veut gérer notre propre cluster cube? Donc si oui, bah, on part sur GKE. Sinon, on peut partir sur Cloud Run en mode serverless. Et puis, si on n'est pas sur des conteneurs, est-ce que notre service il est orienté événement ou pas? C'est l'orienté événement plutôt Cloud Function qui vont être trigger suite à un événement, notamment à des notifications PubSub la plupart du temps. Et puis si c'est pas le cas, on peut partir sur App Engine. On va pouvoir déployer notre application en mode pass directement. Donc ça, ce genre de petit schéma là, ayez-le bien en tête. C'est quelque chose qui est assez important, notamment d'aide à la décision. Quand vous détaillez voilà, dans la question quel est le contexte, etc., c'est ça qui va vous aider à déterminer quel est le bon produit à utiliser. Sur la partie sécurité, effectivement, il y a de l'encryption à rest, donc directement sur disque. Voilà, les clés. Donc on a deux types de clés, la clé qui encrypte les données, la clé qui encrypte la clé. Tout ça, c'est géré dans Cloud KMS directement. Et la décryption est faite à la volée quand on a les droits. Et sans overhead sur la performance. Donc ça, c'est assez intéressant comme information. Donc on n'a pas d'overhead sur ce déchiffrement. Sur Data Loss Prevention, ça pareil, j'ai déjà eu des questions dessus et dans plusieurs des certifs. Donc pour le coup, bien avoir en tête ce produit-là, qu'on voit pas beaucoup dans les TP, sur Cloud Kill Boost, etc. Mais pour autant à bien connaître, qui vous permet de faire du scan et de protéger vos données sensibles en les identifiant automatiquement, en vous disant bah tiens attention là j'ai l'impression que tu as un numéro de carte de crédit, un nom, un prénom, etc. Il permet de les identifier et de potentiellement aussi derrière les pseudonymiser, les masquer. Donc ça, on choisit ce qu'on veut en faire. Hein. Voilà. Effectivement, ouais, DLP et PII, Personal Identifiable Informations, bien avoir en tête ces noms-là. L'idée étant vraiment que on veut protéger ces données personnelles. Et donc l'outil qui permet de faire ça et qui a en plus un peu d'intelligence, qui arrive à détecter aussi pour vous, tiens attention, cette donnée-là, elle a l'air d'être personnelle. Bah, c'est cet outil-là, Data Loss Prevention. Qui peut scanner tout un tas de choses, votre dataset BigQuery, vos objets dans Cloud Storage, vos enregistrements dans Datastore, etc. Ok pour ça. Sur l'aspect sécurité, donc pas mal de choses sur cette petite slide là. On peut reprendre l'architecture depuis la gauche. Donc, on a une requête HTTP qui nous arrive, qui va être confrontée à notre Global Load Balancer. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que sur ce Global Load Balancer là, on va être capable de déclarer des policies Cloud Armor pour se protéger, notamment d'attaquants connus, de range d'IP connus qui nous attaquent, etc. Ou aussi d'attaques DDoS. Et puis ensuite, une fois que cette couche est passée, qu'elle est appelée vraiment nos ressources Google Cloud derrière, bah, on a plusieurs éléments, donc des firewall rules qui vont nous permettre de gérer le trafic entre nos ressources. On va pouvoir se connecter à du on-prem, un réseau on-prem avec Cloud VPN. Et puis on va pouvoir aussi également demander des private Google Access, donc des accès directs au réseau Google Cloud sans avoir besoin d'avoir d'IP public, d'accès Internet. Donc ça, c'est assez intéressant, hein, notamment quand on veut interagir directement avec les ressources Google Cloud. Donc là, on en voit certaines, Firestore, Cloud SQL, BigQuery, mais ça pourrait être n'importe lesquelles. Ça pourrait être aussi avec les API autres de Google, Workspace, etc. Tout ça. Là, vous voyez les différents niveaux de sécurité qu'on peut avoir. Et puis le dernier petit point qu'il y avait dans la session là, de cette semaine, c'est sur le monitoring. Sur Google Cloud, il y a vraiment une suite de monitoring qui est très complète, qui contient l'ensemble des outils qu'on voit là. Donc Cloud Monitoring pour un peu centraliser tout ça, avoir des dashboards à disposition. Le logging qui est centralisé. Vous allez pouvoir retrouver dans un même endroit les loggings de toutes vos ressources GCP, par tag, par élément, par type de ressources, etc. etc. En élément intéressant là-dedans, moi que je trouve vraiment intéressant, c'est le Cloud Debugger. On va pouvoir être en debug sur les applications qui sont déployées, même sur l'environnement de production.
Donc ça, c'est un luxe que je trouve assez important. Quand on a un problème, notamment en production, qu'on a un peu de mal à diagnostiquer, etc., bah là, on peut être en mode debug aussi en production. Et puis après, bon, globalement, cette suite-là permet de positionner des alertes, de détecter des alertes au moment où on a nos SLO, par exemple. On parlait pas mal de SLO aussi dans les cours là qu'on voit pas là. Bah, on va pouvoir setter des alertes pour se dire bah attention là, mon temps de réponse peut-être qu'il est un peu trop long ou, euh, ou peut-être que, enfin voilà, par rapport à tout ce qu'on s'est défini, on peut le configurer aussi dans la partie monitoring et avoir des retours par rapport à ça. Ah oui, juste une précision du coup sur Cloud Debugger. Du coup, il est bien deprecated, Frédéric, comme tu l'as remarqué. Ils en parlent toujours du coup dans les certifs, mais sachez que du coup, il y a un équivalent qui s'appelle Snapshot Debugger qui est open source et voilà, qui n'est pas encore compatible avec tous les produits Google Cloud, mais qui sont en train de travailler sur ces sujets-là. Marche. Ok. Oui, 4 preview, hop. Bon, là, ils remettaient les caractéristiques principales du NIST. Du coup, en gros, il y a un certain nombre d'éléments caractéristiques pour un cloud public, l'élasticité rapide, le fait d'avoir différentes ressources. On n'est pas le seul client de Google Cloud. On a un service qui est totalement mesuré parce que c'est ça sur lequel ils basent leur facturation. On a un accès réseau depuis n'importe où, mais aussi parce que c'est des protocoles réseau standards. Que ce soit pour les API ou que sais-je, on est sur du TCP/IP avec des API REST, comme a montré Ambre tout à l'heure avec le network. Et puis, du on-demand self-service, bah voilà, il n'y a pas d'intervention humaine, c'est pas un ticket qui est traité 72 heures après. On peut couper des VM directement. Là, ce qui représente aussi, c'est le fait qu'il y a une organisation physique des données, donc en zone, en région et globalement, et que les produits, du coup, peuvent être à différents niveaux sur ces cas-là. Et que dans un projet, on peut mixer un peu tout ça. Et puis, du coup, il y a une organisation un peu logique, c'est-à-dire que vous organisez en fait Google Cloud sur des notions de projets qui sont sur des folders et chacun des projets est associé à un compte de facturation. Voilà, je suis allé un peu vite. Donc voilà, on a l'organisation des folders, des sous-folders, des projets et ensuite les ressources. Et les ressources sont forcément dans des projets. Les folders, pas obligé forcément d'en avoir. On peut avoir des projets qui sont directement sous l'organisation ou même sans organisation aussi. Quand vous créez un compte gratuit avec votre compte Gmail sur Google Cloud, il n'y a pas forcément d'organisation qui sont rattachées. Ce qui est important de comprendre sur les comptes de facturation, c'est la partie budget et alerte. Alors, ça pourrait encore aller plus loin côté Google Cloud dans le sens où on pourrait limiter encore plus. Mais là, il y a déjà un mécanisme qui permet de se dire, je vais regarder mes dépenses du mois ou en comparant par rapport au mois passé. Et puis, selon certains seuils, pouvoir recevoir des alertes. Les alertes, après, de base, ça peut être des emails, mais ça peut être différents mécanismes d'alerting disponibles, puisque ça peut publier, par exemple, des choses aussi dans PubSub pour pouvoir, en conséquence, faire d'autres choses, envoyer un message sur Teams, sur Slack, que sais-je, à certaines équipes, par exemple. Les façons d'interagir avec GCP, du coup, il y a la console web, le SDK, il y a aussi Cloud Shell, et voilà, directement dans la console, vous savez, un Cloud Shell, ça permet d'ouvrir du coup un shell dédié. Vous avez aussi directement un éditeur basé sur VS Code. Il y a aussi la console du coup côté mobile qui est disponible, qui permet de faire quelques actions. Tout n'est pas forcément supporté. Et puis évidemment, pour pouvoir piloter tout ça, ça passe par des API. Et d'ailleurs, quand vous faites, je sais pas moi, du Terraform, ou si vous pilotez avec la console Google Cloud, finalement, c'est des appels REST qui sont faits derrière. Dans le SDK, on trouve un certain nombre d'outils utilitaires qu'on trouve aussi d'ailleurs dans le Cloud Shell qui sont bien pratiques. Voilà, donc dans le Cloud Shell et dans le SDK, donc il y a Gcloud, il y a GSUtil, il y a BQ, il y a kubectl, kubectl. Bon, voilà, il y a pas mal d'outils comme ça qui permettent de jouer avec les différents produits directement en ligne de commande. Je te laisse reprendre sur la partie Kube si tu veux, Ambre. Yes. Donc, sur la partie conteneur et Kubernetes, donc on a un petit peu une abstraction en gros, enfin comment dire, sur un serveur dédié, vous avez l'ensemble à gérer, à déployer. Sur des machines virtuelles, vous avez à gérer quand même moins de choses entre guillemets. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a vraiment une abstraction
de notre user space dans des conteneurs. Donc, c'est ce qu'on voit bien sur la partie droite. En gros, on a simplement notre kernel, notre runtime de conteneur. Et derrière, on va pouvoir déployer plusieurs applications dessus, donc plusieurs conteneurs. Donc là, c'est un peu le principe de conteneurisation en général. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait sur Google Cloud pour gérer nos conteneurs, enfin, dans cet écosystème-là? Soit on les récupère depuis le registre directement, soit on les construit avec notre commande de Docker, ou encore mieux, on les construit avec Cloud Build directement. Il y a des ensembles préconfigurés pour directement construire nos images. Ouais, une fois qu'on s'est dit ça, donc comment est-ce qu'on fait, notamment avec Cloud Build, on va pouvoir récupérer nos sources de différents endroits, soit Cloud Storage, soit Cloud Source Repository, soit un repo Git. Je vous conseille quand même que ce soit depuis un repo Git ou depuis un Cloud Source Repository qui miroire un repo Git. Puis après, derrière, une fois que vous avez construit votre conteneur, eh ben, vous pouvez le déployer sur les différents environnements de déploiement de conteneurs qu'on va avoir à disposition sur Google Cloud. Donc à la fois sur App Engine en mode conteneur, sur GKE ou sur Cloud Function directement. Notre bout de code, une fois qu'on l'a buildé, on va pouvoir le déployer sur le bon outil derrière. GKE, du coup, donc l'intérêt, c'est que c'est vraiment pleinement managé. Donc, c'est un Kubernetes qui est totalement géré. Je ne sais pas si on a parmi vous qui ont essayé de faire de la maintenance de Kubernetes Vanilla. Moi, j'ai essayé et je ne le referai plus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très confortable. Tout est géré pour nous. La gestion des node tools, la gestion du control plane, etc. Tout est géré et fonctionne bien. Ça supporte le scaling, donc le cluster peut se mettre à jour automatiquement. Les persistence list, l'auto-repair des nodes, etc. Donc vraiment très très intégré et très user-friendly là-dessus. C'est intégré aussi avec les services GCP et notamment avec la partie réseau. C'est intégré au VPC, donc on va pouvoir bénéficier des mêmes fonctionnalités que ce qu'on peut avoir avec des machines virtuelles, mais avec nos conteneurs, notamment les accès VPN, etc., etc. Ça, on va pouvoir le faire. Et puis du coup, forcément, on a une portabilité entre différents environnements, des environnements hybrides, donc entre votre public et votre on-premise, mais aussi en multi-cloud. Petit clin d'œil à Anthos. Je ne sais pas si on en parle pendant la semaine d'après, mais en tout cas, c'est ça l'idée derrière. Bien avoir en tête ce mot-clé-là, Anthos, quand on vous parle de multi-cloud. Pour le coup, il n'y a pas souvent des mots-clés qui font que la réponse est évidente, mais en général, quand on parle de multi-cloud dans l'assertif, la réponse est souvent Anthos. Pareil, petite aide à la décision. Qu'est-ce qu'on doit choisir comme service de compute en fonction de notre cas d'usage? Voilà, si on veut des VM qui durent longtemps, des erreurs physiques, on va plutôt partir sur Compute Engine, où là, on va pouvoir déployer un conteneur par VM. Donc, on voit un petit peu la limitation. Si on veut faire du Kubernetes, notamment qu'on veut avoir une bonne visibilité sur l'administration de nos conteneurs, on va pouvoir plutôt partir sur du GKE. Si on a un conteneur mais qu'on veut juste que ce soit lancé par le service, on a App Engine, mais on a aussi Cloud Run qui vont nous permettre de gérer un peu ces déploiements de conteneurs en serverless. Et puis sinon, on a la partie Cloud Function aussi en NoOps si on veut être en full serverless. Ce qui est intéressant du coup, c'est ce que je disais. Donc GKE, il gère vraiment tout le control plane. Donc le TCD, le scheduler, le control manager, le cloud manager, etc. Notamment quand vous allez demander du stockage pour un PVC, de lui-même, il doit savoir qu'il doit provisionner un persistent disk derrière, etc. Donc c'est vraiment très très bien intégré la plateforme Google Cloud. Kubernetes, typiquement un exemple de choses que fait pas Kubernetes, c'est que fait GKE. Kubernetes ne crée pas de nodes à la volée. On doit créer des nodes, les ajouter, être sûr qu'ils sont bien join, lancer les commandes, etc. GKE, il le fait tout seul. Il déploie des nouvelles compute engine, des nouvelles machines virtuelles. Il les enregistre comme des nœuds et puis derrière, on peut l'utiliser directement. Pareil, donc un peu comme d'autres services, hein, vous avez un mode zonal où là, vous allez avoir un cluster avec entre guillemets un seul control plane et puis plusieurs nodes derrière, ou régional si vous voulez être plus tolérant à la faute, avec du coup plusieurs zones derrière, plusieurs masters, plusieurs clusters qui vont, enfin, un même cluster mais avec plusieurs masters à différents endroits pour pouvoir être plus résilient. Donc là, pareil, avoir en tête quels sont les enjeux techniques, business, etc. du
du cas d'usage pour savoir si on a besoin d'aller jusqu'à un niveau régional ou est-ce que le zonal, ça correspond bien à nos cas d'usage. Rapidement, Kubernetes, donc ça déploie des pods. Pod, c'est vraiment l'unité de ce qui est déployé. Et puis après, derrière, ces pods, ils sont pilotés par des objets de type contrôleur qui sont un peu la logique derrière Kubernetes. Donc les deployments, les stateful sets, deployment pour gérer voilà, le cycle de vie d'un pod, les stateful sets pour dire mon pod, il doit être déployé sur chacun de mes nœuds. Notamment, ça, c'est utile pour des cas d'usage de collecte de log, par exemple. On veut qu'il y ait un pod en particulier qui soit déployé sur tous les nœuds. Les daemon sets, pardon, c'est plutôt les daemon sets, ça. Stateful set, c'est quand on a besoin de stocker de la donnée particulière, d'identifier le pod, et de pas se dire, tiens, j'appelle mon service, mais c'est n'importe quel pod qui me répond. C'est plutôt, j'appelle exactement ce pod-là parce que lui, il est stateful. Par exemple, quand on fait du déploiement de Kafka containerisé, c'est assez utile, on doit pouvoir identifier chaque broker un par un, bah, on passe plutôt par du stateful set. Et puis les jobs, pour déployer des tâches, pour envoyer des tâches un peu au besoin. Yes, merci beaucoup Ambre pour Kubernetes en quelques mots. C'est pas évident de faire ça. Ça se fait entre midi et 2 en 10 minutes. Ce qui est important vraiment à comprendre là, c'est la logique de Kubernetes, de comprendre la plus-value un petit peu de GKE, et puis de connaître quand même un minimum les différents objets, les principaux objets côté Kubernetes, donc les deployments, stateful set, daemon set, job, voilà, qui font partie du langage, on va dire, côté Kubernetes. Rapidement avant le caout, donc on risque de déborder de quelques minutes avec le caout si vous voulez bien rester. Un petit rappel sur les initiatives de la communauté. On a déjà Bouchra qui a indiqué du coup un bon code lab pour comprendre les concepts, notamment côté IPv4, IPv6, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder aussi ces éléments-là, c'est toujours intéressant. Autre point aussi de partage, donc Jérémy a répondu à Frédéric qui demandait du coup sur le Code Lab Challenge de load balancing, qui de mémoire a quand même quelques erreurs dénoncées. Donc voilà, n'hésitez pas à lire le thread si vous aussi vous êtes bloqué donc, sur ce challenge-là côté load balancing. Je laisserai Frédéric et Jérémy dans le Slack en parler plus longuement. Et puis sur les vouchers, j'étais un peu déçu. Donc 287 inscrits, 120 à l'info-session, 85 aux premières sessions. Et puis, cliquez ici si vous voulez avoir un voucher. Bon, on n'a eu que 17 clics. Je vais remettre le message, mais du coup, vous êtes, on est qu'à une cinquantaine là connectés. Essayez vraiment de suivre ces éléments-là, puisque c'est à partir de ce nombre-là que je vais demander des vouchers côté Google. Et du coup, plus le nombre sera important, plus on a des chances aussi d'avoir un nombre de vouchers intéressant. Parce que du coup, c'est pas sûr qu'ils nous enfilent exactement le bon nombre. On aura peut-être que, je sais pas moi, la moitié en vouchers. Donc voilà, si on n'est que 17, ça fera que 8 vouchers disponibles pour les personnes intéressées. Donc n'hésitez pas du coup à demander ces éléments-là.